L'histoire regorge de grands stratèges, on en connaît tous, mais il y en a très peu qui ont eu un impact si intense et si rapide que leur simple absence a failli coûter un empire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces hommes. Imaginez la scène. On est en l'an 208. Le grand seigneur de guerre Cao Cao vient de subir la défaite la plus totale de sa carrière à la fameuse bataille de la Falaise Rouge. Sa flotte est en flammes, son armée est complètement en déroute, et là, au milieu de ce chaos absolu, il hurle le nom d'un homme, Guo Fengxiao. Forcément, cette plainte, ce cri du cœur en pleine défaite, ça nous pousse à nous poser la question. Mais qui était donc cet homme, dont l'absence, à peine 1 an après sa mort, semble avoir causé le plus grand échec de la vie de Cao Cao? Bon, pour avoir la réponse, il faut faire ce qu'on fait de mieux, remonter le temps, et aller à la rencontre de ce fameux personnage, Guo Jia, dont le prénom social était Feng Xiao. Alors attention, on ne disait pas juste de lui que c'était un génie. Non, on l'appelait un Gui Kai, ce qui se traduit par génie fantomatique. Ce mot, il est fort. Il sous-entend que son talent était tellement hors norme qu'on avait l'impression que ça venait d'ailleurs, quelque chose de presque surnaturel. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est à quel point il ne rentrait dans aucune case. Pour bien se rendre compte, il faut imaginer le tableau à la cour de Cao Cao. D'un côté, il y avait des types comme Chen Kun, le moraliste, l'administrateur confucien parfait, toujours droit dans ses bottes. Et de l'autre, il y avait Guo Jia, totalement à l'opposé, sans gêne, pragmatique jusqu'à la cruauté, et il se fichait complètement des conventions sociales. D'ailleurs, Chen Kun passait son temps à l'accuser de mauvaise conduite, et Guo Jia, eh bien ça lui passait complètement au-dessus. Mais Cao Cao, lui, il voyait plus loin que ça. Dès leur toute première rencontre, ça a été une évidence, un coup de foudre intellectuel. Cao Cao n'a pas vu un fonctionnaire mal élevé. Il a tout de suite vu l'esprit le plus vif, le plus brillant de son époque. Et cette rencontre, elle allait façonner les 10 années de guerre qui allaient suivre. Mais alors, c'était quoi, son secret, son génie? Eh bien, ce n'était pas de la magie, non. C'était une lecture incroyablement fine et, disons-le, impitoyable de la nature humaine. Et c'est là toute la clé du personnage. Guo Jia n'était pas un devin. C'était un profiler, le meilleur de son temps. Ses prédictions n'étaient pas des visions mystiques, mais des analyses froides, logiques, basées sur les failles, les faiblesses et les vices de ses adversaires. Prenons un premier cas, un cas d'école, le siège de Chapi. L'armée de Cao Cao est face au terrible guerrier Lu Bu. Sauf que là, ça fait des semaines que ça dure. L'armée est à bout, le moral est au plus bas, et même Cao Cao, d'habitude si tenace, est sur le point de tout laisser tomber et d'ordonner la retraite. Et c'est là que Guo Jia intervient. Et il dit tout le contraire de ce que tout le monde pense. Il dit surtout pas de retraite. Au contraire, il faut attaquer encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a lu son adversaire. Lu Bu, c'est une force de la nature, mais il n'a aucune cervelle. Son armée est déjà au bord de la rupture. Un dernier coup, rapide et violent, et tout s'effondrera. Alors que la retraite, ça leur laisserait le temps de souffler? Cao Cao l'écoute, et bien sûr, ça marche. Lu Bu est capturé. Mais son chef-d'œuvre, c'est sans doute son analyse dite des 10 victoires. Imaginez, Cao Cao doit affronter l'armée gigantesque de Yuan Shao. Tout le monde est absolument terrifié, Cao Cao y compris. Et là, Guo Jia se présente et fait une analyse qui n'est pas du tout militaire, mais purement psychologique. Il compare point par point les deux chefs. Yuan Shao, indécis, obsédé par l'image, paranoïaque. Cao Cao, décisif, pragmatique, il sait s'entourer. En faisant ça, il a complètement retourné la situation. Il a transformé la peur en confiance et a donné à Cao Cao la force de se lancer dans une bataille qui semblait perdue d'avance. Maintenant, autre situation, autre crise majeure. On est en pleine guerre contre Yuan Shao, et là, une nouvelle absolument catastrophique arrive. Le jeune et brillant seigneur de guerre Sun Ce, qu'on surnomme le Petit Conquérant, s'apprête à lancer une attaque surprise sur la capitale qui est pratiquement sans défense. C'est la panique générale. Au milieu de ce chaos, un seul homme reste de marbre, Guo Jia. Son analyse est glaçante. Il dit, en substance, pas de panique. Sun Ce est trop arrogant, trop imprudent. Il a conquis ses terres si violemment qu'il s'est fait plein d'ennemis et il ne prend aucune précaution. Et il conclut par cette phrase incroyable, « Il se fera assassiner par un simple Qidan avant même de pouvoir lancer son attaque. » Et c'est pile ce qui arrive. Avant même de pouvoir réunir son armée, Sun Ce tombe dans une embuscade et il est tué par les serviteurs d'un homme qu'il avait humilié et fait exécuter. Cet événement, peut-être plus que tous les autres, a forgé sa légende. C'est là qu'on a vraiment commencé à parler de génie fantomatique. On arrive maintenant à son dernier coup d'éclat, son dernier chef-d'œuvre. Une campagne qui allait définitivement sécuriser le nord de la Chine pour Cao Cao, mais qui allait aussi lui coûter la vie. Alors voilà le topo.
Après la défaite de Yuan Shao, ses fils survivants se sont réfugiés tout au nord chez les tribus Wuan. Et là, tous les conseillers de Cao Cao disent la même chose. On n'y va pas. C'est trop loin, le territoire est dangereux, inconnu, et surtout ça laisserait la capitale grande ouverte à une attaque de Liu Biao, au sud. Le risque est beaucoup trop grand. Et encore une fois, Guo Jia n'est pas d'accord. Et sa logique est juste implacable. Premièrement, il dit que les Warren sont arrogants, ils se croient en sécurité si loin, donc ils ne s'attendent à rien. Deuxièmement, il dresse un portrait au vitriol de Liu Biao, qu'il traite de causeur de salon. En gros, un beau parleur incapable de prendre une décision audacieuse. Il ne bougera pas. Donc la stratégie, c'est une attaque éclair. On laisse tout le matériel lourd, on prend un chemin que personne n'attend, et on leur tombe dessus par surprise. Cao Cao, une fois de plus, fait confiance à son génie. Il suit ce plan ultra risqué. La campagne est un succès total, fulgurant. Le nord est pacifié. Mais le voyage, à travers des terres hostiles et un climat terrible, a détruit la santé déjà fragile de Guo Jia. Il meurt juste après la victoire. Il n'avait que 37 ans. Et ça nous ramène à notre point de départ, au cri de Cao Cao sur le champ de bataille de la Falaise Rouge. Parce que la mort de Guo Jia, ce n'est pas la fin de son histoire. En fait, c'est là que sa légende commence vraiment. Regardez bien cette chronologie, c'est frappant. Pendant 11 ans, avec Guo Jia à ses côtés, Cao Cao va de victoire en victoire. Il est invincible. Moins d'un an après la mort de son stratège, il subit la plus grande défaite de sa vie. La coïncidence est, pour le moins, troublante. Les propres mots de Cao Cao, lors des funérailles de Guo Jia, sont absolument dévastateurs. Il révèle à ses autres conseillers qu'il comptait lui confier les rênes du pouvoir après sa mort. Il n'a pas juste perdu un conseiller. Il a perdu l'homme qui devait assurer l'avenir de son royaume et protéger son fils. Alors la grande question qui agite les historiens depuis des siècles, est-ce qu'il aurait vraiment pu empêcher le désastre de la Falaise Rouge? Le débat est ouvert. D'un côté, il y a ceux qui disent que son génie pour lire les gens lui aurait permis de voir les ruses des ennemis. De l'autre, des voix plus prudentes rappellent que Guo Jia était un expert de la guerre dans les plaines du Nord et qu'il n'avait aucune expérience de la guerre navale sur les fleuves du Sud. On n'aura jamais la réponse définitive, bien sûr. Mais ce cri de désespoir de Cao Cao au bord du fleuve Yangtze, il résonne encore aujourd'hui. Et il nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Est-ce que l'intelligence d'un seul homme aurait pu changer le destin de toute la Chine ?